Nous sommes dimanche 28 juin 2026. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Loin de leurs frontières, mais résolument tournés vers leur pays. À Paris, les Ivoiriens de la diaspora se mobilisent pour transformer leur potentiel économique en véritable levier de développement national. Investissement, compétences, réseau d'affaires, l'État entend mieux structurer cette formidable force, estimée à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Nous irons sur place au cœur de la capitale française. Ils n'ont parfois même pas 10 ans, mais manipulent déjà l'intelligence artificielle, la programmation et la robotique avec une étonnante maîtrise. À Abidjan, une nouvelle génération d'inventeurs grandit dans les laboratoires et les salles de formation, rencontre avec ces enfants qui dessinent dès aujourd'hui le visage technologique de la Côte d'Ivoire de demain. Et puis après plusieurs jours d'une chaleur exceptionnelle, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. En France, plus d'1 millier de décès supplémentaires ont déjà été recensés depuis mercredi, principalement chez les personnes âgées. Les autorités sanitaires redoutent encore une aggravation de cette surmortalité provoquée par l'une des plus violentes vagues de chaleur de ces dernières décennies. Avant de développer l'actualité, un message de prudence. Depuis les dernières heures de cette matinée, de fortes pluies s'abattent sur Abidjan et plusieurs localités du pays. Les risques d'inondation, d'éboulement et de montée rapide des eaux sont particulièrement élevés dans les zones sensibles. Si vos déplacements ne sont pas indispensables, restez chez vous, évitez les quartiers à risque, les ouvrages de drainage et les bas-fonds. La vigilance de chacun peut sauver des vies. Et parce que le développement de la Côte d'Ivoire se construit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, la diaspora est appelée à jouer un rôle encore plus stratégique. Réunis à Paris, investisseurs, entrepreneurs et compétences ivoiriennes réfléchissent aux meilleurs moyens de transformer leur potentiel économique en moteur de croissance durable. Un forum placé sous le signe des opportunités et des investissements structurants. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Lanciné Bakayoko et Fernand Conan. À travers le forum Diaspora for Growth, le gouvernement entend renforcer la structuration de la contribution des Ivoiriens de l'extérieur en offrant un cadre institutionnel propice à la mobilisation des investissements, au transfert de compétences et à la consolidation de partenariats durables. L'idée, c'est de demander aux gens de la diaspora de venir échanger sur leur capacité d'investissement, sur leur souhait d'investir en Côte d'Ivoire, mais aussi de mettre en face les décideurs politiques, étatiques, les structures privées comme publiques, qui va leur permettre de réduire ou alors même au niveau zéro leurs obstacles liés à leurs intentions d'investissement. Ce forum se veut résolument orienté vers des résultats concrets à travers l'identification de projets, la facilitation des investissements et la mise en relation des acteurs publics, privés et de la diaspora. Une étape importante dans la consolidation d'une politique nationale ambitieuse en faveur des Ivoiriens de l'extérieur. La diaspora ne doit pas rester à la périphérie. La diaspora est un moteur de nos développements et doit contribuer au développement économique et social de notre pays. C'est dans cette dynamique donc, que nous sommes là aujourd'hui pour rencontrer nos diasporas, pour leur présenter donc, toutes les opportunités, toutes les niches d'opportunités que l'État leur offre. Le forum est structuré autour de 3 axes complémentaires qui couvrent les leviers économiques, intellectuels et institutionnels. Ce forum entre dans la vision du chef de l'État qui, depuis son accession au pouvoir, donc, appelle régulièrement les Ivoiriens de la diaspora à rentrer dans leur pays. Pour les Ivoiriens, que ce soit au niveau national ou ceux de l'extérieur, mais pour cela, en dépit de tous les médias traditionnels qui sont utilisés pour communiquer, vous-même vous l'avez constaté, les gens n'ont pas l'information, de sorte qu'ils perdent beaucoup d'opportunités. Donc le maître mot, c'est aller à l'information. En 2025, la contribution de la diaspora à l'économie ivoirienne se lève à 900 milliards de francs CFA.
Le 1er septembre 2026 marquera un tournant historique pour la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. À cette date, la carte du producteur deviendra obligatoire pour toutes les transactions bord champ avec l'entrée en vigueur du système national de traçabilité. Une réforme présentée comme essentielle pour protéger les revenus des planteurs, garantir la transparence des transactions et préparer la Côte d'Ivoire aux nouvelles exigences de l'Union européenne qui entreront en vigueur en janvier 2027. Mais cette réforme soulève aussi de nombreuses interrogations. Notre invité du magazine du dimanche est là pour y répondre. Nous recevrons donc M. Kokora Kwasi Martin. Bonjour, Monsieur le directeur. Bonjour, Monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes l'un des coordinateurs de cette réforme. Bien sûr. D'accord. Nous serons là tout à l'heure, dans une demi-heure, puis on va en parler largement. Merci beaucoup. À tout à l'heure, M. Kokora. Pendant ce temps, ici au pays, pendant que la diaspora se mobilise, le service public en Côte d'Ivoire poursuit sa transformation au plus près des populations. À Dabou, les journées nationales du service public ont permis aux citoyens de découvrir davantage les missions des administrations locales tout en récompensant des agents exemplaires. Une célébration placée sous le signe de la proximité et de la qualité du service rendu aux usagers. Mahama Traoré nous y conduit. Délivrance d'actes fiscaux, fonciers, procédures judiciaires, prise en charge sanitaire, établissement d'actes de naissance ou d'autres actes administratifs, partout en Côte d'Ivoire, comme ici à Dabou, les services publics sont omniprésents dans le quotidien des populations. Alors, qu'en est-il de la perception des usagers, clients ? Ils agissent, mais c'est là. On peut donner rendez-vous 2 semaines, 3 semaines, ou on peut faire ça en 2 jours. Je propose qu'on revienne comme avant, où on dépose un permis qui doit faire 3 jours. On fait les 3 jours, si c'est une semaine, après une semaine, c'est bon. Je pense que c'est la sensibilisation. Chacun doit prendre ce qu'il fait comme pour lui-même et se mettre à la disposition des autres. Je pense que si on comprend comme ça, les choses se passeront bien. Il y a peut-être les organisations de ces différents services, les responsables et les organisations à mettre en place pour satisfaire les clients, entre guillemets, qui arrivent, parce que c'est leur mission, en quelque sorte. Un service public plus proche des citoyens et répondant surtout à leurs attentes partout où ils se trouvent. C'est justement l'objectif poursuivi par le gouvernement depuis 6 ans avec les Journées nationales du service public décentralisées dans les 31 chefs-lieux de région du pays. Dans la région des Grands Ponts, l'édition 2026 a connu un engouement. Au niveau donc des stands, il était question effectivement de la présentation des services en ce qui concerne leur mission et donc les activités. Initialement, nous avons prévu 17 stands, mais in fine, nous avons eu 23 stands qui ont été donc enregistrés avec les différentes directions régionales. L'objectif, c'était de se rapprocher davantage des usagers clients. Il était question effectivement de briser toutes les barrières. Nous avons enregistré un taux de fréquentation autour de 200 à 300 personnes par jour au niveau des stands. En clôture de ces journées nationales du service public à Dabou, 70 fonctionnaires et agents de l'État de la région des Grands Ponts ont été distingués. Que la transformation numérique progresse, les cybermenaces deviennent elles aussi de plus en plus sophistiquées. L'intelligence artificielle ouvre d'immenses perspectives, mais elle offre également de nouveaux outils aux cybercriminels. Experts, décideurs et spécialistes étaient réunis à Abidjan pour anticiper ces nouveaux risques et renforcer les mécanismes de protection. Le reportage est signé Malika Koulibaly. Détecter, anticiper, neutraliser, c'est le thème au cœur de cette rencontre sur la cybersécurité dénommée l'Abidjan Cyber Security Day. Un cadre d'échange d'expériences consacré à la quête de la performance face aux cyberattaques à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la façon dont le monde opère. Et la révolution n'est pas uniquement dans la technologie en elle-même. La révolution, elle est dans le tempo, dans l'accélération
avec laquelle les choses changent. Et donc, il est extrêmement important pour nous, qui sommes dans l'écosystème de la technologie depuis une vingtaine d'années, de réunir tous les experts de la cybersécurité au même endroit et d'échanger afin de permettre à chacun de comprendre les enjeux, que ce soit au niveau de la défense des entreprises, mais aussi au niveau de la défense de la sécurité nationale. L'événement a réuni décideurs, experts, institutions et partenaires technologiques autour d'une question centrale: comment faire face aux cyberattaques. Pendant ce panel, on a essayé de regarder comment les surfaces d'attaque qui s'amplifient, comment l'intelligence artificielle qui est devenue elle-même un attaquant, mais qui va devenir une défense pour nous, comment tous ces outils peuvent être mis ensemble. Notre mission est d'apporter aux citoyens donc la connectivité et donc les usages des télécommunications. La tenue prochaine de l'High-Tech Innovation Summit de l'intelligence artificielle à l'impact est annoncée pour le 2 octobre 2026. Et si les plus grandes innovations de demain naissaient déjà entre les mains de nos enfants? Ils sont encore à l'école primaire ou au collège, mais programment des robots, conçoivent des solutions intelligentes et développent une créativité qui force l'admiration. Avec peu de moyens, mais une passion immense, ces jeunes talents prouvent que la révolution technologique africaine est déjà en marche. Rencontre avec cette génération qui rêve grand et construit déjà le futur. Un reportage de Martha Kissi et Morissette Gbélé. Quartier Anono, dans la commune de Cocody ce matin. Dans cette ruelle animée vit une famille au rythme du numérique. Chez les Alou, les écrans ne servent pas seulement à se divertir. Ici, on apprend et on expérimente. Un feu de signalisation en miniature s'allume. Le système calcule le temps de passage des véhicules et réagit automatiquement à la circulation. Christalou, à peine 11 ans et en classe de 4e, est le concepteur de cette technologie, inspirée des systèmes intelligents utilisés dans certaines grandes villes du monde. L'adolescent a commencé à apprendre seul, par passion et curiosité, et après est venue l'aide de son père. C'est une maquette de carrefour avec 4 feux de signalisation. Comme vous pouvez le voir, les 4 feux sont en synchronisation parfaite. Les feux verts durent 8 secondes, les feux jaunes 1 seconde et les feux rouges 9 secondes. Aujourd'hui, il programme des feux intelligents et développe ses propres plateformes numériques. C'est ma passion. En fait, moi j'aime beaucoup les ordinateurs, l'informatique. C'est pour ça que je vais devenir ingénieur en informatique. Destinée, la petite sœur de Christ suit le même chemin. Elle ne construit pas encore de robots, mais déjà, elle apprend à utiliser les outils numériques sous le regard bienveillant de son père. À la maison, je travaille sur l'ordinateur. Je saisis une texte sur Word et fais des mises en forme. Et aussi, je fais des exercices sur Internet. Lui, c'est Yann, l'aîné des Alou. Sur son ordinateur portable, il manipule des tableaux sur Excel, entre les données et teste des formules. Je fais des traitements de données, des TCD et des graphiques. Sans un TCD, nous ne pouvons pas augmenter, diminuer ni ajouter. Le TCD, c'est un tableau croisé dynamique. 3 enfants aux profils différents. Derrière, un père qui a décidé d'accompagner ses enfants vers les technologies intelligentes. René Alou n'est ni ingénieur, ni spécialiste en informatique, mais il est convaincu que ses compétences compteront dans l'avenir de ses enfants. Les Chinois évoluent très bien. Et aujourd'hui, ils font partie des grandes puissances. Donc, c'est le moment de prendre les choses au sérieux. Aujourd'hui, je peux dire que à peut-être 30 ou 40%, ils sont déjà prêts. Si tout de suite on leur demandait de travailler, je pense que certains pourraient même les engager. L'univers des technologies intelligentes séduit de plus en plus les plus jeunes. À plusieurs kilomètres d'Anono, de petits apprenants découvrent eux aussi la robotique. Il est 10 heures au centre de robotique ivoirien. Alia, 9 ans, et ses camarades ont pour projet de concevoir un robot de ramassage des ordures ménagères dans les rues d'Abidjan.
Sur la route, il y a beaucoup d'ordures et on voulait faire un robot pour nettoyer. Chacun a donné ses idées et à la fin, on a choisi le thème de robotique. Pendant que certains imaginent déjà des solutions aux problèmes sociaux, je prévois créer un robot pour aider certaines personnes, par exemple handicapées ou des vieilles personnes, à faire des tâches qu'elles-mêmes ne peuvent pas faire. D'autres comme Malik rêvent de robots capables de leur faciliter le quotidien. Un robot qui va cuisiner pour moi, qui va ranger ma chambre et puis qui va nettoyer ma maison. Mais ici, les choses ne fonctionnent pas toujours du premier coup. Mariam Abba, en classe de CO2, l'apprend déjà à ses dépens. Ce qui m'a plus fatiguée sont les tentatives ratées. On nous dit d'appuyer des choses. Quand j'appuie, ça ne veut pas marcher. L'erreur fait partie de l'apprentissage et cela n'empêche pas aux enfants de gagner en assurance. Depuis plusieurs années, Mohamed Zampaligré les accompagne dans leur marche vers la robotique. La pédagogie est faite de telle sorte à ce que les enfants puissent apprendre en manipulant. Je leur donne par exemple un thème sur lequel il faut travailler, je leur donne les différents outils qu'ils doivent utiliser pour développer ce thème. Mais par la suite, la manière de résoudre et le résultat après vient d'eux. Et parfois c'est très fascinant de voir comment est-ce qu'ils associent le code pour pouvoir obtenir le résultat. Selon l'UNESCO, les compétences numériques compteront parmi les plus recherchées dans les années à venir. En Côte d'Ivoire, cette réalité inspire déjà de nombreux jeunes. Au centre ivoiro-coréen, plusieurs équipes participent en ce jour au Robotics for Growth Youth Challenge Côte d'Ivoire 2026. Pour les spécialistes en robotique, le potentiel est bien là. Reste désormais à donner aux jeunes les moyens nécessaires. C'est d'encourager ces jeunes événements, de créer des clubs de robotique, d'essayer d'innover le système en ajoutant la technologie dans l'enseignement pour qu'on arrive à ce niveau. À l'heure où dans des pays comme la Chine, ces apprentissages commencent dès l'école primaire, une question demeure. Et si la révolution technologique ivoirienne commençait maintenant ? Robotique, ces enfants qui inventent le futur. Un magnifique reportage signé Morissette Gbélé et Marthe Akissi. Transformer localement pour créer davantage de richesses et d'emplois. C'est toute l'ambition portée par le CIETA 2026. À quelques mois de cette 5e édition, les organisateurs affichent des objectifs élevés pour accélérer la valorisation de l'anacarde ivoirien, bien au-delà de la simple amande. L'équipementier, investisseurs et industriels sont attendus nombreux autour d'un même défi, faire de la Côte d'Ivoire un champion africain de la transformation. Aurélia Drokula nous en dit davantage. Premier producteur et exportateur mondial de noix brutes, deuxième exportateur mondial d'amandes de cajou et troisième transformateur mondial de noix. La Côte d'Ivoire veut accélérer le rythme de sa transformation locale. Le CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anarcade, se positionne comme le rendez-vous d'affaires pour matérialiser cette vision. Pour cette édition 2026 qui se tiendra du 12 au 14 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville, des innovations majeures sont annoncées. Il y a du potentiel dans la transformation de l'anacade. Vous avez sur l'anacade, vous avez la pomme, vous avez la coque. Et nous pensons que si on arrive à transformer tout ce qui est produit de l'anacade, nous avons plusieurs produits dérivés qui vont sortir et ça va accroître la valeur ajoutée de ce produit-là. Le taux de transformation locale est passé de 6% en 2014 à 46% aujourd'hui. L'objectif pour la filière coton anacarde est d'atteindre un taux de transformation de 100% d'ici à 2030. Nous lançons un appel à l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour que tout le monde se mobilise, que ce soit les financiers, les producteurs, les transformateurs, afin qu'ensemble, nous puissions donc réaliser ce rêve-là. Plus de 13 000 participants attendus pour ce CIETA 2026. Des centaines d'équipementiers du monde entier seront présents pour présenter les dernières technologies et moderniser la filière.
L'innovation ne se construit pas uniquement dans les laboratoires, elle se nourrit aussi de partenariats solides entre le monde universitaire et les institutions de recherche. À Korogo, dans le septentrion ivoirien, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et l'université Peloforogon Coulibaly unissent désormais leurs expertises pour faire de la recherche un véritable levier de développement territorial. Une convention tournée vers l'avenir, suivie d'échanges scientifiques consacré à la valorisation du karité. Reportage à Mississauga. Faire de la recherche scientifique un levier du développement local. C'est l'objectif du partenariat scellé à Korogo entre le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI et l'Université Peloforogon Coulibaly. Déjà engagé dans le soutien de projets de recherche, notamment dans la filière karité, le FONSTI réaffirme, à travers cette convention, sa volonté d'accompagner l'université par divers financements en faveur de la recherche et de l'innovation. Nous ne voulons pas d'une recherche scientifique stratosphérique. On veut une recherche scientifique articulée autour des questions de développement, orientée vers les besoins et les attentes de nos populations. C'est pour ça que le thème du karité dans le Nord est extrêmement important pour nous. La convention que nous signons aujourd'hui est précisément le choix d'aller plus loin ensemble. Je voudrais saluer et remercier très sincèrement le FONSTI à travers son secrétaire général, Dr Sangaré Yaya. Votre engagement honore la recherche ivoirienne. Elle nous rappelle que la science n'a de sens que lorsqu'elle rencontre les besoins réels des populations. Chercheurs et acteurs du développement ont ensuite pris part à un panel consacré à la transformation locale du karité et à ses enjeux pour le nord de la Côte d'Ivoire. Les échanges mettent en lumière le potentiel de cette filière pour la création de richesses et d'emplois. Actuellement, nous travaillons sur les initiatives privées. Donc je pense que le FONSTI va nous aider dans la poursuite de l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, au lieu de 20 ans, au bout de 5 ans, les plants greffés produisent des fruits de karité. On espère que cette collaboration qui vient d'être signée entre l'Université Peloforogon et le FONSTI va vraiment profiter aux femmes du secteur du karité. Scientifiquement déjà sur l'arbre du karité, ensuite sur les techniques de transformation du karité qui vont être beaucoup plus améliorées. Les participants ont visité également le champ expérimental de karité de l'université avant de découvrir le laboratoire régional de recherche. Après l'innovation scientifique, place à une autre priorité nationale, la protection sociale, car disposer d'une couverture maladie reste aujourd'hui un enjeu majeur pour des millions d'Ivoiriens. Entre tournées dans l'indénié Joablin, le ministre Adama Kamara appelle les populations non seulement à s'enrôler à la CEMU, mais surtout à cotiser régulièrement afin de bénéficier pleinement des prestations prévues. Les explications avec Herman Niamia. Le stade Henri Konan Bédié d'Abengourou, bondé de monde, la région de l'Indénié-Joablin, accueille la 6e édition de la Ronde du Social, une initiative du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle qui vise à se rapprocher des populations afin de les informer sur les initiatives du gouvernement pour assurer la protection sociale de toutes les personnes vivant sur le territoire ivoirien. La vision du chef de l'État sur ce sujet est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation où chaque personne, du plus modeste au plus aisé, est protégée contre les aléas de la vie. Selon Adama Kamara, plus de 25 millions d'assurés sociaux sont enrôlés aussi bien à la couverture maladie universelle qu'au régime social des travailleurs indépendants et au régime complémentaire de retraite. La CMU permet aujourd'hui à des millions de personnes qui cotisent régulièrement d'accéder aux soins et aux médicaments à moindre coût. Le régime social des travailleurs indépendants protège les acteurs du secteur informel contre les principaux risques sociaux de la vie et leur prépare une retraite certaine. Quant au régime complémentaire, il renforce la sécurité financière des travailleurs de la fonction publique après leur carrière. Même si Adama Kamara reconnaît que les Ivoiriens ont adhéré au principe de la protection sociale, la question essentielle reste les cotisations. C'est pourquoi il exhorte l'ensemble des Ivoiriens à s'acquitter de leurs cotisations. Population de l'Indénié-Joablin, le message que je vous laisse tient en une phrase. Enrôlez-vous, mais surtout cotisez. Cotisez pour votre santé, cotisez pour votre retraite,
Cotiser pour maintenir la chaîne de solidarité. Au cours de cette cérémonie, plusieurs dons ont été faits aux populations vulnérables. Entre autres, des fauteuils roulants, des machines à coudre et du matériel de coiffure. Plusieurs assurés sociaux ont été également distingués pour leur adhésion exemplaire aux différents produits de la protection sociale. L'or fait vivre, mais exploité dans l'illégalité, il détruit les terres, menace les populations et prive l'État de ressources considérables. Face à ce fléau qui continue de gagner du terrain, le gouvernement hausse le ton. À Séguéla, le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly choisit de placer les chefs traditionnels au cœur de la riposte, convaincu qu'aucune lutte durable ne peut réussir sans l'implication des communautés locales. Mamadou Sangafoua Coulibaly face au corps préfectoral, élu, cadre et chef traditionnel du district du Rouba. Une seule raison pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Appelé à bouter hors de l'écosystème ivoirien l'orpaillage illégal. L'activité grève l'économie nationale, détruit la forêt, pollue les eaux et sols, installe l'insécurité. À la lutte contre ces fléaux, l'implication des chefs traditionnels, des élus et cadres est plus qu'indispensable. Nous avons eu l'opportunité d'avoir des échanges francs avec nos parents. Et ils ont convenu avec nous qu'on ne peut avoir d'orpaillage illégal sans complicité locale et qu'ils prendront désormais leurs responsabilités. Cette sensibilisation soutenue par des projections de films montrant l'ampleur de l'orpaillage illégal. De quoi susciter des engagements depuis Séguéla. Il ne peut pas rentrer sans la complicité, soit du chef du village, soit le chef de terre, soit un chef de famille qui est propriétaire terrain dans le village. Mais il faut que le gouvernement on se mette ensemble pour combattre cela. Nous allons faire une sensibilisation de porte à porte pour montrer l'impact de l'orpaillage illicite. Bonne nouvelle, la relance de l'exploitation diamantifère. Mamadou Sangafoua Coulibaly promet l'expertise du Botswana. Le district du Rouba constitue la 4e étape de la caravane nationale de sensibilisation contre l'orpaillage illégal lancée en 2023. Déjà visité les districts des savanes et des lacs. Un reportage signé Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. L'inclusion passe aussi par une meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Réunis au plateau, les responsables de la Fédération des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire actualisent leur stratégie de plaidoyer afin de mieux défendre leurs droits et renforcer leur participation à la vie nationale. Une rencontre importante pour bâtir une société plus équitable et plus inclusive. Anne-Marie Nguessan et Sephora Zegui nous en parlent. L'accès aux soins pour tous est un défi majeur en Côte d'Ivoire, en particulier pour les personnes en situation de handicap, qui font face à de nombreuses barrières au quotidien. Réunis au siège de la Fédération des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, FACI, ces acteurs se mobilisent pour faire bouger les lignes. Nous avons été associés par le ministère de la Santé et les différents partenaires depuis l'élaboration de ce plan d'action national. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la planification et de l'implémentation. Mais il est important que nous, qui sommes les acteurs, qui parlons au nom des organisations de personnes handicapées, nous puissions nous approprier ce plan national de développement sanitaire dans son aspect équité en santé. Pour la mise en œuvre de ce programme, la FACI bénéficie d'un partenariat. Elle sollicite davantage l'implication des organisations étatiques et de la société civile pour un plaidoyer en faveur des personnes en situation de handicap. Pour la mise en œuvre d'un plan d'action national, c'est plaider pour avoir la ligne de financement, pour mener un certain nombre d'actions salvatrices. Donc, il faudrait qu'il y ait une structure du ministère qui porte ce dossier. Aujourd'hui, nous, personnes handicapées, nous sommes plus ou moins galvanisés pour pouvoir prendre notre part dans la mise en œuvre de ce programme. En attendant la participation de tous, le regard reste tourné vers les prochaines décisions gouvernementales pour transformer ces ambitions en actes concrets.
Et on va parler de beauté, de grande beauté. Le rideau est tombé ce samedi soir sur la 30e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. La beauté, lorsqu'elle se conjugue avec la persévérance, finit souvent par être récompensée. Hier soir, donc, au terme d'une finale exceptionnelle, une jeune femme a vu son rêve devenir réalité après un parcours fait de patience, de travail et de détermination. Louisette Nguessan, candidate de la région de San Pedro, n'en était pas à sa première tentative, mais elle n'a jamais cessé de croire en son étoile par son élégance, sa grâce naturelle, son intelligence, sa prestance sur scène et sa capacité à se réinventer. Elle a su conquérir aussi bien le jury que le public. Son sacre récompense une candidate complète dont l'abnégation rappelle que les plus belles victoires sont souvent celles qui se construisent dans la durée. Elle succède ainsi à Fatima Koné et devient pour une année l'ambassadrice de la beauté, de l'excellence et des valeurs de la jeunesse ivoirienne. Ainsi se referme cette page nationale. À présent, ouvrons la fenêtre sur le reste du monde. La chaleur n'est plus seulement synonyme d'inconfort, elle devient une véritable urgence sanitaire. En France, la canicule exceptionnelle qui frappe le pays depuis plusieurs jours continue de produire des conséquences dramatiques. Les autorités sanitaires font état d'une surmortalité déjà très importante, tandis que les hôpitaux restent fortement mobilisés face aux effets parfois différés de cette vague de chaleur historique. Une situation qui rappelle avec inquiétude les épisodes les plus meurtriers connus ces dernières décennies. Pendant ce temps, le mondial 2026 se poursuit et le foot africain continue de faire monter la température sur les pelouses nord-américaines. Jamais le continent africain n'avait jamais été aussi bien représenté à ce stade d'une Coupe du Monde. 9 sélections africaines poursuivent l'aventure et nourrissent désormais de réelles ambitions. De la Côte d'Ivoire au Maroc, en passant par le Sénégal, l'Algérie, le Ghana, la RD Congo, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Cap-Vert, tout un continent rêve désormais d'un exploit historique. Et ce dimanche, l'Afrique du Sud affrontera le Canada à partir de 19h au Sophie Stadium de Los Angeles et c'est mardi prochain que la Côte d'Ivoire sortira la Norvège de la compétition. Après les émotions du mondial, place à un autre enjeu majeur pour notre économie, l'avenir de la filière café-cacao. Place au magazine du dimanche. La filière café-cacao est un secteur stratégique qui s'engage dans une profonde transformation avec l'entrée en vigueur prochaine du système national de traçabilité. Pour mieux comprendre les enjeux de cette réforme, je vous propose d'abord de suivre ce reportage. Nous reviendrons ensuite, juste après donc, avec notre invité Kokora Kwasi Martin pour l'entretien. Du champ jusqu'au port d'exportation, chaque fève devra désormais être identifiable. À compter du 1er septembre, la carte professionnelle du producteur de café-cacao devient indispensable pour toute transaction commerciale. Dotée d'un code QR et d'une puce bancaire, elle permet d'identifier le producteur, de localiser sa plantation et de sécuriser les paiements. Lancée en 2019, l'opération a déjà permis d'enregistrer plus d'1 million de producteurs, de distribuer plus de 900 000 cartes et de géolocaliser plus de 3 millions d'hectares de plantations. Adossée à un système numérique d'enregistrement et d'étiquetage, cette réforme assure la traçabilité complète du cacao et du café ivoirien. Un dispositif stratégique pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, qui entend renforcer la durabilité de sa filière et préserver son accès au marché européen, premier débouché de son cacao. Jean-Louis Gbangbo, merci beaucoup. Il signait donc ce reportage. Monsieur Kokora Kwasi Martin, merci de nous avoir rejoints. Alors, dites-nous de façon simple, qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par système national de traçabilité? Merci, monsieur Diaby, pour cette question. Permettez-moi, avant de revenir à votre question, de transmettre tous nos remerciements. Les remerciements de la Direction générale du Conseil du café-cacao, à la RTI pour cette opportunité que vous nous offrez de parler de la traçabilité du cacao et du café à l'ensemble de la population ivoirienne. Alors, pour commencer, je dirais qu'une grande filière comme celle du cacao et du café ne se construit pas seulement par la quantité qu'elle produit, elle se construit surtout par la confiance qu'elle inspire. Et avec le système national de traçabilité, du champ la Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape, celle d'une filière plus sûre, plus transparente, engagée vers l'avenir.
Et qu'est-ce que la traçabilité pour nous au Conseil du cacao? C'est l'ensemble des dispositifs mis en place par le Conseil du café cacao pour suivre le cacao depuis le champ jusqu'à l'embarquement. Ce système repose sur 3 outils principaux: la carte du producteur, le terminal électronique de paiement et les scellés qui permettent d'identifier les sacs des producteurs. Et pourquoi avoir décidé, M. Kokora, pourquoi avoir choisi le 1er septembre comme point de départ de ce système national de traçabilité? Alors, le 1er septembre, ce n'est pas une date arbitraire. Déjà, depuis 2019, le Conseil a engagé un vaste programme d'identification des producteurs. Et nous avons déjà recensé plus d'1 million de producteurs, comme l'a indiqué tout à l'heure l'élément vidéo. Nous avons distribué plus de 900 000 cartes aux producteurs. Nous avons ensuite formé les opérateurs, c'est-à-dire les coopératives et acheteurs, remis près de 10 000 TPE. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout un ensemble de préparations. Et aussi, le 1er septembre, c'est le démarrage de la nouvelle campagne, la campagne 2026-2027, qui nous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Alors dites-nous, concrètement, qu'est-ce qui va changer pour le producteur lorsqu'il vendra son cacao à partir du 1er septembre? Alors, le changement est notable. Dès le démarrage de la campagne, le changement se sentira au moment de l'achat du cacao. Aujourd'hui encore, quand le producteur vend son cacao, il reçoit de l'argent liquide contre un reçu, ou bien alors sans qu'il y ait la preuve que le prix officiel garanti par l'État a été respecté. Le 1er septembre, le producteur présentera sa carte de producteur. Le terminal électronique permettra d'enregistrer la transaction en temps réel et il n'est pas possible de modifier le prix garanti fixé par l'État. Dès lors, nous avons des informations suffisantes pour permettre de pouvoir suivre et traquer tous les délinquants. La carte de producteur, vous en parlez. Au-delà de la simple identification, quels sont les principaux avantages que peut offrir la carte du producteur? Alors, la carte du producteur, c'est plus qu'un document d'identité agricole. C'est la clé d'accès à un ensemble de droits et de services. D'abord, c'est l'instrument qui permet de protéger le revenu du producteur aujourd'hui. C'est encore l'instrument qui permet d'assurer sa sécurité physique. Et plus, la carte permet aux producteurs de bénéficier aujourd'hui de la couverture maladie universelle à 100%. La carte va plus loin. Celle de pouvoir permettre aux producteurs d'accéder facilement aux services sociaux que le Conseil met à leur disposition dans le cadre des programmes d'appui de chaque année. Et vous pensez que le système peut arrêter réellement les fraudes? C'est l'un des outils centraux de ce dispositif que nous mettons en place. Et le non-respect aussi du prix officiel? Oui, c'est cela que nous voulons régler aujourd'hui. C'est vrai que la fraude ne pourra pas disparaître du jour au lendemain. Par contre, en mettant en place ce dispositif qui permet d'enregistrer en temps réel les transactions, nous avons les éléments suffisants au niveau des maillons essentiels de la chaîne des valeurs du cacao qui n'étaient pas suffisamment documentés, qui étaient largement informels. Aujourd'hui, nous avons les moyens de pouvoir donc suivre les transactions et de pouvoir donc éliminer ce qui est de la fraude. Vous avez annoncé plusieurs milliers de cartes déjà distribuées. Dites-nous, quel est le taux national actuel? Alors, à ce jour, nous avons identifié plus de 1 101 500 producteurs. Et par rapport à cet ensemble, nous avons pu produire et distribuer 900 000 cartes. Le reste des cartes est en cours de production et de distribution. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre un taux plus élevé encore qu'aujourd'hui, où nous sommes à 80%. Nous voulons toucher le maximum de producteurs avant le début de la campagne. Et il reste encore de nombreux producteurs qui n'ont pas leur carte. Alors, si au 1er septembre, ils ne l'ont toujours pas, ils seront empêchés de vendre leur café, leur cacao? Je veux rassurer nos parents producteurs tout de suite. Le système a été conçu non pas pour pénaliser les producteurs. C'est bien plus un moyen de protéger les producteurs, de leur donner un accès facile à un ensemble de dispositions que nous mettons en place. C'est aussi l'instrument qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à certains marchés internationaux. D'accord, oui, mais et s'ils n'ont pas leur carte et que le 1er septembre on arrive, leur récolte, ils l'auront en main, est-ce qu'ils pourront quand même la vendre pour les retardataires, pour ceux qui n'auront pas encore reçu leur carte? L'obligation de transacter aujourd'hui avec le système national de traçabilité, c'est un signal fort. Mais l'accompagnement des producteurs, c'est notre devoir. Et le Conseil du cacao a déployé un ensemble de mesures
pour pouvoir donc assurer et garantir. Vous allez donc tout mettre en œuvre pour qu'au 1er septembre, la quasi-totalité des producteurs aient obtenu la carte. Exactement. C'est cela. Est-ce que le Conseil du café cacao ne prend pas là un risque en rendant cette carte-là obligatoire alors qu'ils ne sont pas tous servis encore? Oui, M. Diaby. Le système de traçabilité a été conçu et l'ensemble de la direction générale du Conseil a pris cette décision avec lucidité. Ne rien décider, c'est aussi un risque. Le risque d'exposer nos parents producteurs à la mévente de leurs produits parce que les conditions d'accès à certains marchés, comme l'Union européenne, ont changé. Et donc, le Conseil a anticipé en prenant en compte cette disposition pour que nous puissions toujours vendre nos cacao et assurer un revenu décent à nos producteurs. D'accord. L'Union européenne impose désormais des règles, vous l'avez dit, des règles très strictes contre la déforestation. Alors, la Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao, la Côte d'Ivoire s'adapte-t-elle à ces nouvelles réformes avec conviction ou alors elle n'a pas le choix? Je dirais que les deux ne sont pas contradictoires. En premier lieu, la Côte d'Ivoire s'est engagée à protéger ses forêts depuis plusieurs années. Depuis 2016, la Côte d'Ivoire a mis en place des dispositions pour protéger ses forêts, pour assurer une cacaoculture durable dans son pays. Et aujourd'hui, l'arrivée du règlement de l'Union européenne nous permet peut-être d'accélérer ce processus-là. Mais elle nous permet surtout de garantir une filière durable, une filière qui est tournée vers l'avenir et qui est transparente pour l'ensemble des acteurs qui bénéficient donc des avantages qu'offre cette filière. Et ils sont nombreux, ces producteurs qui vivent encore dans les zones reculées où les difficultés logistiques existent bien. Ces difficultés sont importantes. Comment leur garantir, M. Kokora, qu'ils ne seront pas oubliés lors de cette réforme? Oui, le Conseil a bien conscience que la plupart de nos producteurs vivent dans des zones reculées où l'accès est parfois difficile. Et donc, le Conseil a structuré son dispositif de sorte que des agents soient toujours présents, très proches des lieux de résidence des producteurs pour pouvoir les identifier et leur remettre leurs cartes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ensemble d'accompagnements qui sont prévus pour qu'au 1er septembre, aucun producteur ne soit laissé sur la route. Et que répondez-vous à ceux qui craignent que cette traçabilité ne soit plus pour contrôler les producteurs, plus pour les contrôler que pour les protéger? Oui, c'est une préoccupation légitime, mais je dirais que la carte du producteur leur donne plus un accès, une garantie d'avoir des revenus sécurisés, plus qu'un instrument de contrôle. Alors, ils ne sont pas contrôlés, ils sont protégés. Les transactions passeront désormais par des terminaux de paiement électroniques, vous l'avez dit, M. Kokora. Alors, que se passera-t-il en cas de panne, en cas d'absence de réseau ou même de coupure d'électricité dans le village? Comment ça va se faire? Alors, c'est une préoccupation opérationnelle légitime, mais que nous avons anticipée et au cours de la préparation donc, de ce dispositif-là. Les TPE que nous mettons en circulation sont équipés de batteries autonomes qui permettent de travailler plusieurs heures sans électricité, qui peuvent travailler aussi en mode dégradé, c'est-à-dire hors réseau. Et donc, il suffit après de synchroniser les informations pour que nous soyons toujours alimentés et suivre les transactions sur le terrain. Donc nous pensons que les décisions sont suffisamment prises pour qu'on puisse aller de l'avant. Par contre, nous travaillons aussi avec les opérateurs télécoms sur le territoire pour identifier les zones blanches, pour identifier les zones où on a des problèmes d'électricité, pour qu'il y ait des mesures de secours adaptées donc, à la situation. D'accord, donc il n'y a pas de problème, tout le monde est tranquille, tout fonctionnera comme vous le souhaitez. Et quelle garantie vous offrez justement sur la protection des données des producteurs? Parce que la réforme implique une importante collecte de données personnelles. Oui, quelle garantie? C'est aussi une préoccupation légitime, mais toute la direction générale du Conseil, avec à sa tête M. Kone Brahima, a pris donc cette préoccupation très au sérieux. D'abord, le Conseil travaille dans un cadre légal, dans un cadre juridique et qui respecte le cadre national. Et donc, nous avons pris des dispositions pour que les données soient hébergées dans des conditions sécurisées. Nous avons suivi la démarche qui nous permet de garantir donc l'accès sécurisé à ces données-là. Et je peux vous assurer qu'aucune personne malveillante une personne qui n'est pas habilitée, qui n'a pas d'intérêt
dans la chaîne des valeurs ne peut pas accéder donc à nos informations. Toutes les précautions sont prises à ce niveau. Si la Côte d'Ivoire n'était pas prête en janvier 2027, alors quelles seraient les conséquences sur l'exportation de notre colza vers l'Europe? Je veux être aussi très clair. L'Union européenne, c'est un marché très important pour la Côte d'Ivoire. Et ne pas se conformer au règlement Union européenne sur la déforestation importée exposerait les opérateurs économiques ivoiriens à des risques importants. Ces risques de ne pas pouvoir accéder donc à ces marchés-là. Et cela peut avoir des conséquences aussi sur les revenus que nous tirons du cacao. Et donc, c'est pourquoi le Conseil a pris les dispositions pour anticiper cela, mettre en place l'infrastructure nécessaire pour permettre à chaque exportateur installé en Côte d'Ivoire d'avoir les moyens de pouvoir donc remplir ses diligences. Comment savoir que ça fonctionne, que votre système de traçabilité fonctionne? Quels sont les indicateurs justement pour le savoir? Donnons-nous un an par exemple. D'ici un an, comment vous allez mesurer que tout a marché? Alors nous avons plusieurs moyens, plusieurs indicateurs pour mesurer donc la bonne marche du système national de traçabilité. D'abord, c'est le taux de cacao qui transite par le système, qui sera mesurable en temps réel, mais surtout un an après, on pourra le savoir très vite. Nous avons aussi le taux de respect donc, du prix officiel que fixe l'État chaque année et aussi la réduction des actes de banditisme dans le secteur du cacao et surtout le taux d'accès des producteurs à la couverture maladie universelle. On va plus loin. Cette carte va faciliter la vie à l'ensemble des producteurs et nous pensons qu'on aura un retour suffisant pour pouvoir mesurer donc l'efficacité du système. Bien plus, nos partenaires européens pourront nous faire le retour pour voir si les efforts que nous mettons à leur disposition permettent donc de remplir les diligences nécessaires à l'entrée sur le marché. Merci, M. Kokora, merci beaucoup. C'est donc sur cette grande réforme de la filière café-cacao que s'achève cette édition. Vous pouvez me permettre de passer en 10 secondes. Merci beaucoup. Alors, avec les progrès accomplis à ce jour, la filière cacao et l'État de Côte d'Ivoire avaient démontré donc sa capacité à transformer la filière. Et les défis qui restent à relever nous engagent à aller encore davantage, avec une confiance toujours intacte, celle de pouvoir identifier clairement les producteurs, de leur assurer un meilleur revenu et de pouvoir permettre que la filière retrouve encore ses lettres de noblesse. Merci. Merci, M. Kokora Kwasi Martin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci donc, c'était pour la grande réforme de la filière café-cacao. Merci de nous avoir suivis. Et si le ballon continue de faire vibrer la planète, le rêve africain, lui, est plus vivant que jamais avec 9 nations du continent toujours en lice, dont nos éléphants qui poursuivent leur formidable aventure. Ne manquez surtout pas la suite de cette Coupe du Monde 2026 sur les antennes du groupe RTI, la 3, RTI Play, Radio Côte d'Ivoire, mobilisé pour vous faire vivre chaque instant de la compétition. Très belle fin de journée à tous sur nos antennes. Merci de votre fidélité. L'info revient à 15h avec le journal des régions.